n'est-ce pas, dans les journaux, quelques réflexions sur certains sujets quand des cellules de discussion, retenez cellules, de discussion me le demandent. Alors voici un jeune homme qui, quand je l'ai rencontré, m'a donc présenté ses œuvres où il a eu la force et je dirais aussi la chance, parce que j'étais horrifié quand j'écoutais le parcours des écrivains par rapport à l'édition, par rapport à la publication, et lui ça semblait aller tranquillement et tout droit. Je crois que ce sont les mânes des ancêtres qui portent sur lui un regard bienveillant, ou bien qu'il a les gris-gris très bien accrochés. Toujours est-il qu'il n'a pas eu ces obstacles majeurs qui font taire beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à dire. Et donc il m'a apporté ces œuvres que j'ai lues d'abord dans un premier temps, au premier niveau, comme un conte, comme une redite de conte, qui s'adresserait à une certaine catégorie d'âge, entre guillemets. Et puis j'ai commencé à relire ces documents, ces livres, et j'ai redécouvert une deuxième lecture après, comment on appelle la première, qui est, cette deuxième lecture porte sur le témoignage de notre temps. Comment, quand vous le lirez, vous verrez, n'est-ce pas, c'est-à-dire le chevauchement de ces deux lectures. Je ne crois même pas qu'il ait fait exprès. Je crois que c'est un don. Parce que quand on en discute et que moi j'en tire l'essence de ce qu'il a écrit, il est tout étonné d'avoir dit tant de choses en racontant son histoire. C'est pourquoi je dis c'est un don. Et il n'est pas donné à tout le monde d'avoir un don, ce don-là. La mort de Maniba l'hippopotame, d'abord je commençais par Sadio. Sadio, c'est l'interpénétration de l'homme et de la nature. Au-delà du conte. Le conte, vous le lirez, vous comprendrez, n'est-ce pas, c'est joli, les mots sont aérés, sont acérés, sont vifs, sont alertes. Ça part tout de suite. Mais quand on fait une réflexion un peu plus poussée, on se rend compte, n'est-ce pas, que c'est l'interpénétration entre les hommes et la nature. La dépendance. L'homme qui se retrouve dans cette nature et qui fait de cette nature une partie de lui-même, comme lui aussi, il est une partie de cette nature-là. Et c'est clairement établi. Et puis il y a cette partie psychanalytique du conte, qui est le conte comme le rêve. Dans le rêve, la plupart du temps, quand on rêve d'interdit. Pour ceux qui ont fait un peu, qui ont un peu lu Freud, dans les rêves. Alors vous vous trouvez en train de faire des trucs que vous ne pouviez pas faire étant éveillé. Vous volez. Et ce rêve, comme soupape de sécurité, se retrouve dans cette conte où on s'adresse à la nature, on s'adresse aux arbres, on s'adresse aux animaux, on leur parle dans un langage qu'ils comprennent, et ça permet à une population, c'est-à-dire d'avoir des soupapes de sécurité. C'est dans ce sens-là que le conte en Afrique a cette dimension, comment on appelle, de ciment et de charnière sociale. On aimerait bien se révolter contre certaines situations qu'on trouve aberrantes. Et puis quelque part c'est tempéré par ce conte-là où il y a un monde où tout ce qu'on espère pourrait être réalisé, pourrait être fait, pourrait être... Et ça permet aux gens, n'est-ce pas, un certain opium.
Et donc, de Maliba l'hippopotame comme une réponse à une invective et à une idiotie proférée par Nicolas Sarkozy sur ces fameux bienfaits de la colonisation. Il ne s'agit pas de parler des bienfaits ou des méfaits de la colonisation, mais de savoir qu'à un certain moment donné, une civilisation s'est posée sur une autre culture, une autre manière d'être. Peut-on parler de bienfaits? Je ne crois pas qu'étant nous-mêmes actants de l'histoire, nous puissions en tirer des conclusions aussi définitives. J'ai sollicité à plusieurs reprises, et il a refusé de m'apporter la contradiction, n'est-ce pas, sur ces faits-là. De toutes les façons, je crois que l'objectif vers lequel il s'est dirigé ne peut pas souffrir, n'est-ce pas, de contradiction de ce genre. Ou, dans la mort de Maliba, on se rend compte que ce colonial, commandant sauvage, arrive dans une ville et se rend compte qu'il y a deux autorités. C'est que lui il appelle autorité. En réalité, ce n'était pas une. Les gens n'ont rien fait, n'ont pas refusé de l'accepter. Ils l'ont accepté. Ils l'ont adopté. Mais il y avait une jalousie, je dirais, morbide, n'est-ce pas, de cet hippopotame qui était quelque chose de mystique et qui échappait à son contrôle de représentant de la France, entre guillemets. On aurait pu, comment on appelle, extrapoler et donc parler d'autres pays. Et lui, il tue cet hippopotame-là. Du coup, il casse tout un lien que la population a avec la nature, avec la manière d'être. Et c'est vrai qu'à la place de cet hippopotame, qui est un symbole, il va mettre l'école, il va mettre la voiture, il va mettre la télévision, il va mettre les matchs de football où les enfants de Bamako aujourd'hui supportent Barcelone ou le Real Madrid sans chaussures aux pieds. Mais est-ce qu'on peut parler de bienfaits et être aussi catégorique? Est-ce qu'on peut parler de méfaits et être aussi catégorique? Je crois que c'est un combat politique, c'est un combat d'idées, c'est un combat démocratique qu'il faudrait mener à tous les niveaux, partout et sur tous les continents. Bon, ça explique le malaise de la gauche en France, aujourd'hui qui a vocation internationaliste, qui ne peut pas, qui n'arrive pas à faire le lien entre sa vocation internationale et ses intérêts nationaux. Comment dire aujourd'hui que tous les travailleurs du monde ont le même droit et en même temps prétendre être président de la République en France? C'est vraiment un exercice de grand écart. Je n'aimerais pas être à leur place. Je suis bien où je suis, mais je leur dis ce qui en est. Bon, évidemment, quand on parle de... on a fini avec donc la mort de Maliba. Celui qui l'a dit, évidemment, a inspiré les jeunes. Et il a écrit Sarkozy, un drôle de chat. Il ne parle pas de Sarkozy, il parle d'un certain chat qui est immigré et qui donc arrive dans un pays qu'on appelle Sefran. Et qui donc a une progéniture, et parmi cette progéniture, il y a un turbulent chat qui s'appelle Sarkozy et qui rêve d'être calife. Suivez mon regard. Et donc c'est un récit alerte, où il y a beaucoup d'interrogations qui sont posées, et j'écris dans la préface, parce que je suis d'ici en même temps qu'étant d'ailleurs. Je suis d'ici parce que je suis en France, et étant d'ailleurs parce que je suis du Burkina Faso, je ne suis pas du Mali. Et j'écris donc dans la préface, si on pouvait en rire, nous en rions. Mais comment ne pas rire quand Aboubacar Sissoko, dans le style qui est le sien, vif, aéré et acéré,
nous rappelle l'origine, le pourquoi et le comment des choses. Dans le rôle qui est le sien, grand dépositaire de la tradition des griots du Manding, il apporte sa contribution au débat sociétal du moment. Il actionne les différentes soupapes de sécurité, le rire, la sagesse, la mise en garde. Le monde est un tout, dit-il. Partir est souvent une nécessité, dit-il encore. Accueillir, accueillir, c'est là la question. Énorme travail que celui de ce jeune auteur qui nous balise les chemins à la veille de ce grand rendez-vous des chats. Je dis donc du même auteur et je cite, n'est-ce pas, les œuvres qui... Et c'est vrai que vous avez vu, on a eu des coups de fil assez précis quand on a su la publication du livre. Et nous sommes peut-être courageux, mais nous ne sommes pas... La témérité ne fait pas partie, n'est-ce pas, de nos attributions. Surtout dans le rapport de force qu'il y a actuellement. Et pour cela, je lui disais, j'ai dit, pourquoi est-ce que je prends la parole aujourd'hui? Je disais, des tranchées de Verdun, des batailles du débarquement, des déserts d'Algérie, en passant par Dien Bien Phu, rester à plastronner et à susurrer sous les lambris des salons de l'Occident, nous n'avons pas le droit. Qui nous? Lui, moi, lui, qui avons été allaités, pour lesquels notre scolarité a été assurée par l'impôt per capita. Je ne sais pas si vous savez ce que c'était l'impôt per capita. C'était l'impôt par tête d'habitant que le gouverneur de la province imposait aux familles, comment on appelle, en Afrique. À l'époque, quand moi j'étais né, il y a cela quelque temps déjà, ça faisait 150 francs CFA. Ça fait quoi, 150 francs CFA? 2 euros. 1,50 €. Non, même pas. C'était 1 franc à l'époque. Moins d'1 franc. Ouais. 25 centimes. 25 centimes, on ne les avait pas. On avait des gens qui mouraient dans les villages qu'on enterrait sans le certificat de décès. Et le gouverneur, avec son grand livre, faisait le récap, n'est-ce pas, de tous les gars de la famille. Il mettait le chef de famille devant. L'impôt per capita, n'est-ce pas, était payé pour tout le monde. Et ceux qui étaient partis à l'étranger, je voyais des lettres que ceux encore qui savaient lire, n'est-ce pas, étaient restés dans les villages envoyés à mon père. Ah, tu sais, c'est le moment de payer l'impôt. Si jamais tu ne m'envoies pas les sous pour payer l'impôt, je risque d'aller en prison. On risque de me fouetter sur la place du village. Et c'est une grande honte pour moi. Et j'ai vu ma mère, qui à l'époque, son frère aîné étant parti, n'avait pas pu payer donc l'impôt per capita. Moi, je devais avoir à l'époque 8 ans. On a mis ma mère dans la cour du... On appelle ça Kobela, c'est le tribunal chez nous. Ouais, le tribunal public. Voilà, le tribunal public. Et elle était en train d'arracher les mauvaises herbes parce que ses parents n'avaient pas pu payer l'impôt per capita. Et au Burkina Faso, nous, on a supprimé l'impôt per capita quand on a fait la révolution en 1983. C'est la première mesure qu'on a prise parce que tous les régimes après ont gardé cet impôt-là. Comme aujourd'hui, les impôts, n'est-ce pas, des vignettes ont été enlevés par les socialistes il y a 2-3 ans. Alors que quand Giscard l'avait établi, il avait dit, n'est-ce pas, que c'était pour compléter la retraite des vieux. Il y a eu un détournement, n'est-ce pas, de ces ressources-là pour d'autres choses et qui aurait mérité un tribunal parce que le détournement, il y a eu. Alors je dis que nous n'avons pas le droit, nous qui avons été allaités à l'impôt per capita, de nous taire et de ne rien dire. Mais seulement je le mettais en garde pour vous dire ce que je vous disais tout à l'heure. Ce livre lui donne, il ouvre la porte des arènes, où il mène le combat des gladiateurs, où il sera, n'est-ce pas, donc torturé, et la gloire, n'est-ce pas, il ne verra pas. Mais toujours est-il que je lui rends hommage pour son courage d'avoir osé écrire cela, en sachant qu'au détour d'une rue, à Bakar et Sissoko, oui, vos pièces s'il vous plaît, carte de résident, oui, vous avez votre carte de résident, praf, poubelle, vous n'avez plus de carte de résident, on vous embarque. J'ai vu faire ça dans ce pays. J'ai vu faire ça dans ce pays. C'est pas quand vous vous retrouvez au Mali, au fin fond de la brousse, où tous les dirigeants ont quelque chose à demander à quelqu'un ici en France, que vous allez mener une lutte pour revenir en France.
Donc c'est un courage. C'est un courage, il faut lui reconnaître cela, que d'avoir pris le risque de dire ce qu'il pense par rapport au débat sociétal. Et puis il y a ce dernier bouquet, n'est-ce pas, qui nous mobilise tous. Celui de Maria Makaba. C'est le problème de l'excision, qui est un acte barbare, inacceptable. Moi je le dis d'autant plus aujourd'hui, j'ai aucun mérite. Moi j'avais déjà un précurseur qui était mon père. Tout phallocrate et je dirais chef de famille qu'il était, en son fort intérieur, il ne comprenait pas le pourquoi de cet acte-là. Si bien que quand moi j'ai eu ma fille aînée, et que ma tante est venue dire, ah bon, ta fille, bon, écoute, il va falloir, n'est-ce pas, qu'on l'excise et tout, elle ne va pas rester, n'est-ce pas, avec un clitoris pendant, comme ça, n'est-ce pas, c'est une honte, n'est-ce pas, pour une femme noire. Moi je lui ai dit, ma fille ne sera pas excisée. Mais je l'ai dit, en réaction, tout de suite. Mais j'aurais pu rien faire si le patriarche qui était assis là-bas, de l'autre côté, dans sa chaise pliante, n'avait pas acquiescé. S'il avait dû faire ta gueule, ma fille aurait été excisée aujourd'hui. Mais il n'a rien dit. Comme il n'a rien dit, je me suis senti, c'est-à-dire plus fort, n'est-ce pas, dans ce... Et j'ai rencontré donc Aboubacar Eros Sissoko, qui reprend, comme on appelle cet acte-là, n'est-ce pas, qui est décrié, qui est inacceptable, pour diverses raisons. Il en fait un livre. Et je disais comment on appelle, à Épinay, où il a été reçu dernièrement, il y a des dessous sur l'excision qu'on ne peut même pas dire devant vous, tellement ça vous ferait froid au cou. Et ce n'est pas une lutte des femmes. C'est une lutte de droit. Il y a d'autres aujourd'hui, n'est-ce pas, qui s'en servent comme étant un phénomène à la mode, qui leur permettent, n'est-ce pas, d'être devant les écrans de télévision pour crier. Si ça va dans le sens de l'abolition, n'est-ce pas, de cet acte barbare-là, je suis avec eux. Mais il ne faudrait pas que demain, ça tombe dans l'oubli. Il faut qu'on puisse changer la mentalité des dirigeants d'abord, des femmes qui pensent que ça ne les concerne pas parce que ce n'est pas de leur culture, en se disant qu'il y a d'autres femmes quelque part qui, sous d'autres cieux, souffrent le martyre, perdent la vie. Et vous ne connaissez de l'excision que ce qu'on a voulu vous dire, l'ablation du clitoris et des petites lèvres. Mais si je vous dis qu'au Burundi, en plus de l'ablation du clitoris et des petites lèvres, on recoue les grandes lèvres, qu'on ouvrira seulement le jour où la femme sera mariée, qu'on lui aura trouvé un mari. Vous voyez, n'est-ce pas, qu'à travers les âges, vous avez l'image de ce corset, comme on appelle occidental, heureusement qui ne touchait pas aux chairs, mais qui était aussi barbare, qui ne touchait pas aux chairs, et de l'autre côté, n'est-ce pas, on touchait à la chair. Les pays anglophones ont une autre version de l'excision, qui est plus dure, qui est plus ardue, qui est plus terrible à écouter même et à supporter, qui n'est pas la même que l'excision, n'est-ce pas, que nous connaissons en Afrique occidentale et subsaharienne. Bon, voilà. J'ai pris le soin de vous présenter les 4 livres et compter sur vous pour que ce soit largement diffusé. Par rapport à nos enfants, je me suis énervé une fois, j'ai dit à l'animateur de radio, je lui ai dit, écoutez, si c'est pour intervenir 5 minutes sur Sadio et Maliba, je préfère, n'est-ce pas, décliner votre invitation, parce que moi j'ai mis 20 ans de ma vie à apprendre Clovis et Vercingétorix. Alors vous pouvez prendre 1 heure pour lire ce bouquin à vos enfants, pour qu'ils puissent reconnaître Mamadou ou Fatima ou Mariam, n'est-ce pas, qui rencontrent, n'est-ce pas, dans les cours d'école.
Voilà. Donc, il faudrait, par les moyens qui sont les nôtres, en faire, n'est-ce pas, la plus large diffusion possible, pour qu'on ne regarde pas le noir, l'Africain, comme étant un inconnu, comme étant un produit exotique, que les Antillais, les Antillaises puissent retrouver leurs racines à travers l'histoire dont nous sommes les dépositaires aujourd'hui, pour qu'ils ne soient pas des gens complètement déracinés, ils le sont, mais qu'ils puissent, n'est-ce pas, avoir des références par rapport à cette Afrique-là qui est la leur, et qu'on se dise aussi que cette France-là, nous l'aimons parce que moi, en dehors du français, je ne vois pas qu'est-ce que j'ai. Si je mène un combat contre d'autres qui veulent s'approprier une certaine image de la France et qui ne veulent pas me faire de place. Et quand je posais la question au porte-parole de Sarkozy, j'ai dit oui, Sarkozy a bon dos de dire qu'il n'aime pas la France qui se répand, il n'aime pas la France de la repentance. Je lui dis non, on ne lui a pas demandé une France de la repentance. On dit à la France, n'est-ce pas, une France de la reconnaissance. Moi, j'ai perdu mes deux grands-pères en 14-18 et comme on appelle mes oncles, n'est-ce pas, en 39-45 à la bataille d'Algérie, à la bataille, n'est-ce pas, de l'Indochine. Il n'y avait pas un seul lettré chez moi pour aller, comme on appelle, à la pairie de France, parce qu'à l'époque encore, ce n'est même pas le consulat, c'était la pairie. Pour écrire ou remplir quelques papiers que ce soit. Je ne viens pas aujourd'hui réclamer un certain dû. Je n'ai pas fait de guerre, je n'ai pas fait de combat. Je n'ai pas d'argent à réclamer, n'est-ce pas, à cette France-là. Mais je voudrais qu'on reconnaisse cette histoire et qu'on dise aux Africains, attention, la guerre mondiale a eu lieu. Mais quand en 1941, la France libre s'est déclarée, il y a eu, n'est-ce pas, que la partie est de l'Afrique, à travers le gouverneur Félix Éboué, qui a suivi De Gaulle. Ceux de l'autre côté, Dakar, Bamako, Abidjan, le Burkina, ils ont suivi Pétain. Et c'est pour ça qu'il y a eu une incongruité un jour, quand, je ne sais pas, quand on a invité les derniers poilus africains, comme on appelle, j'assistais à la cérémonie, le tirailleur sénégalais, le vieux tirailleur sénégalais qui avait ses 80 ans, il dit non, je ne... Et moi je pleurais à chaudes larmes. Il dit, je ne reconnais pas cette France pour laquelle, n'est-ce pas, j'ai donné ma vie, mes frères sont tombés, et ceci et cela. Et qu'est-ce qu'il a chanté? Il a chanté Maréchal Louvois. Pour vous aujourd'hui ça vous parle. Il était à l'envers du décor. Ce n'est pas de cette France-là qu'on parlait. On parlait de la France de la Marseillaise. Lui, il a chanté la France, n'est-ce pas, de Pétain. Parce que pour lui, c'est la même France. Il faudrait que nous-mêmes, nous puissions aussi faire ce travail de mémoire. Expliquer, c'est-à-dire à nos frères, expliquer aux Africains qu'on n'a pas toujours été, n'est-ce pas, du même bord. Il y a d'autres, parmi ceux-là, n'est-ce pas, qui ont combattu. Moi, j'ai des parents qui ont arrêté, leur guerre s'est arrêtée en 1941. Quand la France a été envahie, Pétain a signé le topo, l'armistice, le machin, le truc et tout, et ils ont été cantonnés, ils sont restés avec les fusils aux pieds, et ils ne se sont pas battus. C'est après le débarquement, quand ça commence à retourner, qu'ils sont encore rentrés, n'est-ce pas, dans le mouvement. Mais ça, il faut le dire. Si Sarkozy nous empêche de parler, est-ce que la France se reconnaîtra? Est-ce qu'on saura que quelque part, n'est-ce pas, dans le port de Dakar, on a assassiné près de 600 tirailleurs sénégalais, juste au moment du débarquement, pour des raisons encore qui restent mystérieuses. Il faut qu'on en parle. On a un devoir de mémoire. On n'est pas vindicatif. On a un devoir de mémoire. Et Sarkozy n'a pas le droit, parce que lui n'a payé aucun tribut à cette France éternelle-là. Ou bien, je ne connais pas l'histoire de l'Autriche. Il n'a payé aucun tribut. Il n'a pas de leçon à nous donner. Voilà. J'estime que je suis plus français que Sarkozy. Parce que j'ai payé le plus du sang. Ah oui, ça va. Bon.